N'hésitez pas, encore une fois, à avoir quelques questions. Je reviendrai peut-être vers vous un peu plus tôt. Et puis, on aura une conclusion à la fin, aux alentours des 18h, 18h35, par Christophe Roquilly, qui fera une synthèse un peu de tout ce qui s'est dit pour cette journée, qui est, je l'espère, pour vous, assez riche. Alors, on va parler d'intelligence, on va continuer à parler évidemment d'IA générative, mais parler un peu plus de la maîtrise des risques. C'est vrai que c'est un sujet important. Vous savez que on l'a dit tout à l'heure pour ceux qui étaient au début de cet après-midi. Nicolas Guyon, l'un des intervenants, a rappelé un peu l'échéancier de l'IA Act. Dimanche dernier, il y avait les premières mises en vigueur, et puis c'est le 1er août, on aura les obligations qui vont commencer à arriver, et puis tout ça va s'échelonner par la suite. Mais il y a beaucoup de choses dont on peut parler aussi, dont on va parler ici avec la souveraineté. Et puis vous allez voir, nos intervenants aussi ont tous leur univers. Et justement, je vais commencer avec Pablo. Pablo, qui est là. Donc, prenez en micro. Valérie Nuzetto, qui est spécialiste, qu'on remercie d'être avec nous, qui est de l'ISACA Valence. Donc, Valence en Espagne, pas Valence dans la Drôme. Et cofondateur d'une société de cyber. Et alors, ce qui est intéressant, vous allez le voir avec Pablo, il est spécialisé dans les services cyber, dans l'éthique IA. Et il est à la fois ingénieur et diplômé en philosophie sur les principes éthiques. Donc voilà, on va pouvoir avoir ce balancier qui intéressera certainement Claude qui nous rejoint autour de tout ça. Et justement, Pablo, je vais démarrer avec vous. Expliquez-nous, donc vous aviez fait des travaux sur l'éthique, l'IA de confiance dans les années, fin des années 2018. Oui. Et puis nous dire un petit peu ce lien que l'on fait aujourd'hui avec l'IA générative, et nous dire un petit peu les différences entre IA traditionnelle et IA générative. Oui. Alors, si j'ai fait des travaux en 2018, c'est parce que à ce moment-là, Claude a dit que l'intelligence artificielle, ça s'utilise depuis depuis les années 60. Mais il y a quelque chose de très particulier qui s'est passé pendant les années 2010, c'est qu'on a commencé à voir quels étaient les impacts de certaines solutions sur les individus et sur les sociétés. Alors, par exemple, des impacts qui avaient à voir avec la reproduction de biais raciaux, de biais de genre, et dans des domaines très spécifiques qui avaient à voir avec la finance, avec la justice. Par exemple, c'était le cas de l'Apple Card, un système financier qui donnait de l'argent, mais il s'est avéré qu'il donnait plus de crédit, ou dans une certaine mesure beaucoup plus de crédit aux hommes par rapport aux femmes. Bien qu'ils avaient exactement les mêmes, plus ou moins les mêmes ressources. Aussi dans le domaine de la justice, il s'est avéré qu'il y avait surtout aux États-Unis, qu'il y avait des outils de gestion de risque qui pénalisaient certaines minorités par rapport aux populations WASP en Amérique. Alors il s'agissait de reproduction de risque, il s'agissait de solutions qui étaient peu transparentes, mais les risques qu'on a vus, ils allaient au-delà de reproduction de biais, de faute de transparence. Il y avait aussi des problèmes liés, par exemple dans les réseaux sociaux, basés aussi sur l'intelligence artificielle, des solutions qui avaient un impact sur la santé des personnes, qui pouvaient créer des bulles sociales qui pouvaient même mener à des manipulations. Alors, dans certains environnements, surtout dans des universités, dans certaines administrations, ils ont dit on va mettre en place des principes éthiques. Alors que ce soit en Europe, par exemple, les principes éthiques pour développer des intelligences artificielles de confiance, qui a été développé en 2018, que ce soit en Chine avec les principes de Beijing, que ce soit par exemple en Amérique du Nord, par exemple à Montréal, ils ont fait aussi des principes. Ils ont mis en place des principes qui étaient liés à des théories éthiciennes classiques. En Chine, le confucianisme. En Europe, la déontologie. Aux États-Unis, plus lié à l'utilitarisme. Ce n'était pas exactement comme ça, mais ça avait un peu ce sens-là. Alors, tous ces principes-là, ils ont servi de base, ils ont servi de socle pour, dans les années suivantes, à partir de 2018, 2019, 2020, commencer à créer des législations basées
sur ces principes-là. Après, ces législations elles contiennent des principes éthiques, mais ils doivent aussi se batailler avec d'autres objectifs, avec les objectifs stratégiques de chaque pays, avec des objectifs géopolitiques, financiers. Et c'est là que l'éthique se joue la bataille. Alors, François Zanotti, donc, vous êtes avocat chez Alan, hein, et alors, justement, je parlais de l'actualité sur l'IA Act. Alors, vous avez essayé de prendre la lecture un peu dans tous les sens, hein, à la fois par les risques, on a dit tout à l'heure, mais aussi par secteur. Alors, évidemment, les secteurs que vous regardez plus particulièrement, celui de l'assurance, puisque Alan est donc cette pépite, mais qui maintenant devient une belle entreprise quand même parmi des assureurs. Nous dire un petit peu comment vous le lisez, cet IA Act. Tout à fait, merci Frédéric. Ravi déjà de pouvoir partager, échanger avec vous aujourd'hui. Effectivement, on entend toujours que l'IA Act est gouverné par une approche par le risque. C'est partiellement vrai, mais c'est pas exhaustif. En fait, il y a également une approche sectorielle dans une certaine dimension dans l'appréhension de l'AI Act. Il faut voir que le champ matériel de l'AI Act peut se concentrer sur des secteurs particuliers, en plus de l'appréhension du niveau de risque que présente un cas d'usage pratique. Et en fait, on va avoir un certain nombre de cas où un cas d'usage va se retrouver considéré comme un haut risque, non pas parce que l'usage lui-même présente un haut risque pour les libertés des individus, mais parce qu'il est régi par un secteur qui est lui-même régulé et qui implique une régulation, une qualification à haut risque. C'est effectivement très vrai dans le secteur de l'assurance. On va pouvoir avoir certains cas d'usage qui vont être exclus, comme les contrôles prudentiels ou la reconnaissance documentaire d'une qualification à haut risque, ou à l'inverse, dans le domaine de la santé, pour les dispositifs médicaux, peu importe quelle est la classe de risque à laquelle le dispositif médical peut appartenir, l'intégration d'un composant d'IA dans le produit va l'assujettir à une qualification à haut risque, indépendamment du risque réel pour les droits et libertés des personnes concernées. Donc, ça vaut le coup de se remettre un petit peu en question, effectivement, cette perspective de lecture par le risque uniquement. J'en doute. Je pense qu'elle doit effectivement être un peu plus affinée et prendre en compte ce secteur. Et il y a simplement autre chose que je voulais partager aujourd'hui, c'est que il ne faut pas oublier que les Acts s'inscrivaient dans un corpus de règles réglementaires plus large. Et le petit pousset qu'on oublie généralement, c'est la directive sur la responsabilité des produits défectueux, qui vient d'être nouvellement adoptée le 8 décembre dernier. Et si la qualification de l'usage de l'IA est gouvernée par les Acts, les recours qui vont exister pour les individus et la protection de la société avec un droit en test va dépendre beaucoup de l'application de cette directive. Qui entre en vigueur, enfin elle est en vigueur... 2026, oui. 2026, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on commence à en parler de cette partie de produits défectueux. Fabrice, c'est clair, il faut encadrer l'utilisation des outils, édicter des règles prudentielles. Pour vous, cet IA Act, il va dans le bon sens? On sait qu'il est beaucoup décrié, alors après c'est vrai, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail, et puis on sait qu'il y a encore des discussions qui se font, enfin il y a encore pas mal de choses qui vont évoluer, mais comment vous l'analysez? J'aurais tendance à dire oui, alors peut-être deux mots, un mot sur les objectifs de cette IA Act, et puis un mot peut-être sur la pertinence et les limites de la comparaison avec son prédécesseur, le RGPD. Je vous interromps juste un instant. On rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, Nicolas Guyon rappelait qu'au départ, l'IA Act, les travaux ont commencé il y a 5 ans. On ne parlait pas de d'IA générative, donc il a fallu un peu ensuite se remettre à jour. Oui, alors après ça c'est assez courant. Le trilogue bruxellois fait que ça prend. Il y a l'étude d'impact. Après l'étude d'impact, il y a la. L'IA a été bouleversée entre les deux. Alors c'est vrai qu'entre-temps, l'IA a été bouleversée, mais c'était déjà vrai de la directive commerce électronique. Je dirais c'est une des problématiques liées au processus d'adoption, au processus décisionnel
à Bruxelles. Bon, après, il y a les process d'amendement, mais c'est vrai que le fait notamment que la Commission propose un texte qui est discuté séparément par le Conseil et par le Parlement, avant qu'ils se mettent d'accord dans le cadre du trilogue, ça n'aide pas à avoir rapidement une décision. D'accord, donc je vous ai interrompu, pardon. Non, mais c'est un très bon point. Pour revenir sur les objectifs, donc on retrouve les objectifs habituels, l'objectif de protection des droits fondamentaux d'une part, et l'objectif de promotion du marché unique, notamment via la promotion de l'innovation. Protection des droits fondamentaux, moi ça me semble très, très, très pertinent. Pourquoi protection des droits fondamentaux? Parce que on parle tous d'une IA éthique, on parle tous d'une IA orientée vers le bien de l'humanité, vers le bien humain. Donc du coup, ce qui fait résonance avec la supervision humaine, ce qui fait résonance avec tout ce qui est obligation de formation, qui pour le coup s'applique déjà depuis 3 jours, puisque c'est le deuxième pan qui est déjà entré en application de l'IA Act. Ça fait résonance avec tout ce qui concerne l'approche par les risques, les études d'impact. Donc il y a énormément de sujets qui sont orientés vers la protection des droits fondamentaux, et ça me paraît très important et positif, parce que c'est en ligne avec aussi ce que dit l'OCDE, ce que prévoit la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Après, le deuxième objectif, c'est là où potentiellement il y a plus de tiraillements, c'est comment l'IA Act peut permettre de promouvoir l'innovation. Alors, il y a quand même des dispositions. Il y a des dispositions pour donner priorité aux PME dans le cadre des expérimentations, notamment des bacs réglementaires. Il y a des dispositions, il y a quand même beaucoup de dispositions qui rappellent que ce qui est très réglementé, c'est l'IA à haut risque. Mais à partir du moment où on est sur une IA qui, par exemple, ne fait qu'améliorer un processus humain préexistant, ou une IA qui ne fait que accomplir une procédure étroite, même si le point de départ, c'est qu'elle serait classée dans l'IA à haut risque, elle sort de l'IA à haut risque. Donc il y a quand même pas mal quand on réfléchit, il y a sans doute 95% des cas d'usage qui sont soumis qu'à des obligations de transparence ou des obligations extrêmement limitées. Donc le régulateur européen est allé assez loin, mais il n'est pas allé jusqu'à brider systématiquement toute forme de système d'IA ou d'IA générative. Ça, c'était le premier point que je voulais évoquer. Donc, de ce point de vue, moi, les objectifs me semblent louables. Je ne sais pas s'ils sont atteints, mais ils sont louables. Après, si on compare avec le RGPD, le RGPD, tout le monde disait, en tout cas les autres pays ou la plupart des entreprises disaient le RGPD, l'économie européenne va en pâtir. Après, force est de constater que le RGPD, c'est devenu le standard mondial. C'est-à-dire qu'au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie, je dirais, aujourd'hui, je crois un peu 140 ou 145 pays qui ont adopté des réglementations. Même la Californie en a fait un. Alors, même la Californie, et il était question encore cet été qu'on ait une loi fédérale américaine qui était soutenue par les milieux économiques, qui était soutenue par les GAFA. Bon, il se trouve que l'élection va un peu changer la donne par rapport à ce projet de loi fédérale. Quelque part, le RGPD est devenu un standard et c'était plutôt un bon signe. Après, comparaison n'est pas raison. C'est vrai que l'AI Act, c'est quand même extrêmement différent. RGPD, on avait 20 voire 40 ans d'histoire. C'était pas des nouveaux concepts et ça ne portait que sur la protection des données à caractère personnel. Là, on est sur un niveau de complexité qui est bien supérieur, avec beaucoup plus de parties prenantes. L'effet qu'on a eu sur le RGPD, je pense que le principal défi de la Commission européenne, le principal défi des instances, notamment le bureau de l'IA et des régulateurs qui vont être désignés, ça va être de définir des référentiels, une standardisation, une normalisation qui fera que, in fine, les entreprises pourront continuer à avancer sereinement et sortir d'un niveau de complexité qui est très important. Sur l'IA générative, c'est important de rappeler qu'en principe, la Commission européenne a d'ores et déjà confié un certain nombre de travaux à des organismes de standardisation et de produire une standardisation qui soit le plus opérationnelle AI, mais c'est pas l'objet du RGPD. Des contenus préexistants qui peuvent être protégés par le droit d'auteur et des données à caractère personnel par le droit d'auteur et des données à caractère personnel. Un nombre
de restrictions. Quand c'est à des fins de recherche scientifique, en principe, il y a relativement un outil, mais à des fins de recherche scientifique. Mais donc le droit d'auteur, ça pose beaucoup de questions, de données à caractère personnel, ce qui pose des questions par rapport au droit à l'oubli, à l'exercice des droits, à la base légale du traitement, à l'intérêt légitime. Donc derrière ça, les solutions, elles vont être technologiques. Hein. Ça va être de faire de l'IA by design. Hein. On voit de plus en plus d'expérimentations qui sont en utilisant des données synthétiques, donc des données qui ne permettent pas de remonter à des individus. Et il y a de plus en plus de technologies qui vont permettre de pseudonymiser, d'anonymiser. Mais il y a un vrai sujet d'articulation du RGPD avec tout ce qui concerne l'IA et beaucoup de consultations, beaucoup de travaux de l'ensemble des régulateurs là-dessus. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue qu'au-delà de l'IA Act qui va s'appliquer progressivement, on a d'ores et déjà tout le cadre juridique du RGPD, tout le cadre juridique du droit d'auteur à respecter. Je voulais avoir justement une réflexion de Esther et de Jean-Yves. Jean-Yves, sur cette IA Act. Moi, j'étais très... Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on regarde? Alors, je risque de vous faire dégringoler. Qu'est-ce qu'on redoute? Voilà. Mais je vais faire dégringoler notre auditoire parce que c'est très intéressant et c'est légitime d'avoir une régulation. Mais il y a une raison qui doit s'imposer dans l'entreprise autour de l'IA. Ce qu'on a vu, et c'est souvent comme ça lorsqu'il y a une nouvelle technologie, il y a un foisonnement d'initiatives mal contrôlées, pas forcément pertinentes. Donc le premier risque au sein d'une entreprise autour de l'IA, c'est de ne pas savoir qui fait quoi, quand, avec quoi et pourquoi. Donc on revient sur des fondamentaux, et c'est pour ça que je parle de dégringolage, parce que notre enjeu aujourd'hui chez Sanofi, c'est de contrôler l'usage. Pas de le limiter, pas de le brimer, mais bien de le contrôler et de savoir à tout moment ce qui se passe autour de l'IA. Donc c'est quelque chose de très simple, attraper, documenter, tracer les usages de l'IA et ne pas laisser les collaborateurs imaginer que tout seuls dans leur coin, avec une IA qu'ils vont acheter à un prix démesuré, ils vont faire de Sanofi ou de mon entreprise la première entreprise de pharma du monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc voilà, c'est cette partie de ma réponse pour la question. Mais Esther, votre regard par rapport à justement cette IA Act? Nous, la gestion des risques, donc au sein de la DGFiP, elle était vraiment pas réfléchie à la lumière de l'IA Act. Honnêtement, c'était trop loin par rapport à une structure qui était encore, comme un peu tout le monde ici, en train de construire seulement ce qui était en train d'arriver. Alors, il y avait des risques quand même, comme on en a parlé, je ne vais pas les reciter, mais au-delà des risques cyber, des risques éthiques, on avait aussi identifié cet enjeu d'attractivité dans un contexte où la fonction publique doit rester attractive, des jeunes générations qui utilisent à 100% maintenant dans le supérieur l'IA générative et qui envisagent leur employeur. La première question, c'est qu'est-ce que vous faites, quoi. Donc ça, c'était aussi un risque qu'on avait bien identifié. Comment on attrapait le risque technique ? Le risque technique, on l'attrapait en travaillant, je parle sur l'IA générative, pas sur l'IA. Sur l'IA générative, on a commencé en travaillant les cas d'usage sur la donnée non sensible. La DGFiP, c'est la Direction Générale des Finances Publiques. Donc, je resitue rapidement, c'est, si je schématise, fiscalité, comptabilité publique de l'État, ça veut dire la donnée de tous les particuliers, de toutes les entreprises, toutes les comptabilités publiques. Donc, c'est massif, en fait. C'est massif, c'est très sensible. Et donc, on ne peut pas jouer avec le feu et on doit, indépendamment IA Act ou pas, on doit prendre nos responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on progresse. Déjà, on travaille en interne, on maîtrise au maximum le process de bout en bout, du GPU jusqu'au cas final. Et puis, on a commencé à travailler avec les amendements. Donc ça, c'est un des cas d'usage vraiment intéressants. En fait, il y avait une équipe au sein de la direction de la législation fiscale qui, plusieurs fois par an, quand il y a ce processus d'échange et des travaux avec le Parlement, dans le cadre du vote du budget, il y a 5000 amendements qui sont envoyés globalement à la DGFiP et il y a une équipe qui doit les répartir entre les bureaux. Et ils font ça le week-end, dans un stress énorme.
Et donc le samedi, c'est panique générale. Il faut travailler dans des conditions de stress énormes. Et en plus, on avait une chef de bureau qui disait non mais déjà il faut répartir tout ça. Et en plus, ce serait sympa si vous pouviez en plus nous faire un résumé des amendements. Donc les équipes moyennes préféraient passer du temps avec leur famille, bizarrement le week-end. Et donc, il y a un agent qui est venu nous voir à la délégation de la transformation numérique en disant est-ce que vous pouvez pas nous aider avec du RPA ou je ne sais pas quoi. Et il y a eu un processus d'immersion et donc de rapprochement entre les équipes très techniques, les data scientists, un data scientist en réalité qui a travaillé avec un binôme au sein de cette direction. Ça a pris 6 semaines, donc c'était très très court. Et au bout de 6 semaines, ils avaient déjà ce prototype d'outil qui permettait à la fois l'affectation automatique au bon bureau pour donner l'amendement à la bonne personne qui allait pouvoir préparer la réponse pour le ministre, et puis un résumé automatique. Alors évidemment, on s'est mis en situation de vérifier que c'était de qualité, qu'il n'y avait pas de biais, etc. Et donc, nos experts ont mis en place un certain nombre de garde-fous avec, sur un échantillon d'amendements résumés, des évaluations à l'aveugle, avec des résumés faits par des humains et les résumés faits par les machines. Ils ont testé plusieurs modèles pour éviter à la fois la surqualité et la sous-qualité. Et donc, c'est comme ça qu'on a débouché sur une solution qui était optimale. Donc ça, c'est pour vous illustrer comment techniquement on appréhendait cette situation de risque. Au niveau de la gouvernance, ça me fait plaisir, comme les entreprises, pas du tout encore matures vers l'installation d'un système de gouvernance stratégique. Et ça, effectivement, c'est un enjeu pour 2025. En revanche, depuis 1 an et demi, la DGFiP a créé un conseil scientifique composé de chercheurs très réputés, de réputation mondiale, présidé par Serge Abitboul, avec non seulement des experts techniques, mais aussi des juristes et des spécialistes un spécialiste des sciences humaines, donc un panel de chercheurs à la fois réputés, reconnus, qui challengeaient un peu nos experts techniques aussi. Et j'avoue que je suis de la Cour des comptes. Moi, je crois d'abord en la contradiction et dans la collégialité. Face à une responsabilité aussi importante, vous ne pouvez pas confier à 2-3 experts techniques, quand bien même ils auraient tous les diplômes de la Terre. Vous devez rester dans un processus qui assure à la fois cette contradiction et ce regard collégial sur ce qui s'apparente à un progrès. Voilà. Oui, je veux répondre, ou compléter, faire écho à ce que vous dites, Esther. Tout à l'heure, j'évoquais un enjeu de gouvernance, et c'est ce que vous avez dit. Et comment on l'a mis en place ? Eh bien, pour traquer des introductions non contrôlées d'outils IA dans le groupe, on utilise le LLM pour pouvoir scanner toutes les commandes et tous les contrats. Je peux vous assurer que les fournisseurs qui fournissent un service avec de l'IA, ils l'écrivent en long, en large, en travers dans les documents. Donc c'est comme ça qu'on l'attrape et c'est pas très compliqué, c'est pas parfait, mais au moins dans le processus d'achat, dans les processus amont de négociation, on arrive à attraper des initiatives qui ne seraient pas passées par les fourches codines du digital, de la cyber, des services de régulation interne. Donc ça, je le partage, comme vous le faites, Esther. Parfois, des bonnes idées simples produisent des grands effets très efficaces. Alors là, ça tombe bien, on utilise l'IA pour traquer l'IA. Ça marche, donc double bénéfice, bon cas d'usage et bon résultat, et c'est pas très cher. Juste un mot d'ailleurs sur les cas d'usage Sanofi, c'est quelques cas d'usage. On en a parlé un peu dans l'autre table ronde, mais peut-être dire un mot. Oui, tout à l'heure, c'était très intéressant, les interventions dans la pharma, comme ça a été dit par le professeur, ou docteur, professeur, j'imagine, professeur. Ouais. Effectivement, la pharma est au cœur de ces usages et de ces pratiques l'IA. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des IA spécialisées. Je vais les mettre de côté. Vous pouvez imaginer qu'on calcule des formes de molécules, on calcule des probabilités de dissolution des molécules dans le corps sans effet chimique.
Des cas d'usage LLM très simples. Le premier, la soumission d'un médicament au marché, c'est extrêmement régulé. Il faut produire un dossier qui fait des milliers de pages et qui vient récapituler tous les travaux de recherche, tous les travaux d'essai, tous les travaux de production ou de pré-production. Ça, c'est traité dorénavant par des IA génératives, puisque comme c'est processé, procéduré, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes données d'entrée. Évidemment, je vous rassure, il est relu et finalisé par des hommes, mais là où on mettait plusieurs mois, jusqu'à 6 mois, on gagne à peu près 3 mois. Et en plus, on rend le travail humain bien plus intéressant parce que toute la partie élémentaire est faite par la machine. C'est un premier cas. Un deuxième cas, je l'ai cité sur la recherche des tentatives d'IA pirate. Troisième cas, assez simple également, dans un groupe comme Sanofi, 90 000 personnes, 130 pays, même si on a la volonté et l'ambition d'avoir des processus partout, pour l'utilisateur, c'est juste l'enfer de connaître les processus. Donc on a monté une IA générative qui connaît l'ensemble des milliers de procédures, métiers, techniques, opérationnels, RH, et qui répond aux utilisateurs. Donc on approche d'un dialogue et on ne dit plus aux gens tu dois être formé pour savoir, on lui dit pose la question à la machine, elle te dira où aller pour chercher tel ou tel processus, telle ou telle capacité. Et ça c'est très intéressant parce qu'on l'a décliné aussi dans le domaine de la cyber. Mon métier il est éminemment technologique. En plus, il évolue sur des choses immatérielles. Si quelqu'un a vu un hacker sur sa machine, qui vient de me le dire. Donc, on ne voit pas ce que l'on fait et on doit expliquer à la plus grande population, à tous, ce que l'on fait. Donc, dorénavant, on a construit pendant 10 ans un modèle de données cyber qui vient calculer la posture cyber de nos 180 000 objets et assets. Et on permet aux métiers, aux responsables d'application, aux responsables d'usine, aux responsables de labo, aux responsables de métier, d'interroger la machine en disant tout simplement « donne-moi ma posture cyber sur mon ensemble en responsabilité, mon usine, les machines et les services de mon application ». Et la machine, en plus, le moteur de langage peut indiquer quelles sont les actions à faire pour améliorer la posture cyber. Parfois, il peut indiquer de revenir vers nous, mais d'autres fois, il peut juste indiquer vous rebootez votre machine, monsieur, s'il vous plaît. Ça, c'est quand même vachement sympa, plutôt que d'avoir une armée de Mexicains qui appellent et qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est à chacun de s'approprier la cyber, mais personne n'est bien éduqué, hormis quelques spécialistes, pour savoir le faire. Donc, les moteurs de langage d'IA langage naturel sont de merveilleux ambassadeurs. Ils parlent les deux langages et ils savent s'adapter aux deux contextes. C'est comme ça que je visualise. Ce sont des moteurs d'interprétation qui savent traiter les deux enjeux des deux bouts de la chaîne. L'homme et sa potentielle absence de culture ou de savoir, et la technologie ou le contexte extrêmement pointu qui est l'enjeu à traiter. Toujours sur ces usages, Fabrice, pour vous, sur la feuille de route des entreprises, il y a beaucoup de questions que se posent justement ces entreprises. Il y a des questions sur la gouvernance. Qui doit prendre en charge la conformité? Est-ce que c'est le DPO, le CDO? Comment ils doivent travailler ensemble? Est-ce qu'ils peuvent capitaliser sur la gouvernance déjà mise en place, par exemple pour la RGPD? Comment ça se passe? Oui, effectivement, la gouvernance, c'est un sujet clé. Alors Jean-Yves a évoqué la partie outils autour de la gouvernance. Moi, je vais plutôt parler des parties prenantes. Et comme le sujet est extrêmement transversal, on pense naturellement, alors bien sûr, au DPO, au délégué à la protection des données, s'agissant de la partie données à caractère personnel. On pense au Chief Data Officer, qui va plutôt être en charge de tout ce qui est qualité de la donnée, tout ce qui est protection de la donnée au sens sécurité.
On pense au RH parce que derrière l'utilisation et le développement de l'IA, il y a des équipes avec un certain nombre de contraintes. Et puis, quelque part, il y a aussi toutes les équipes techniques qui vont développer, qui vont déployer l'IA. Il y a tous les utilisateurs de l'IA. Donc, on va se retrouver à nouveau sur des problématiques de comitologie, je dirais, à géométrie variable. Il y a quelques piliers que l'on voit systématiquement dans l'ensemble des organisations et des entreprises. C'est le couple CDO, DPO. Ça, c'est quasi systématique. Alors, parfois, c'est la direction juridique ou la direction de la conformité auquel le DPO est rattaché qui sera partie prenante. Après, les RH sont souvent là et, comme je le disais, on peut avoir, en fonction des cas d'usage, en fonction des sujets de maturité, d'autres parties prenantes sur les sujets de testing des données, de validation des données. Voilà, on peut avoir pas mal de monde et ça rappelle un peu effectivement ce qu'on a vu côté RGPD, de nouveau avec une comitologie qui associe plusieurs parties prenantes et puis le développement de RACI. C'est finalement la gouvernance derrière. Il y a un RACI et c'est précieux pour se lancer sur ces sujets. Gouvernance, François, pardon, s'interroger sur la gouvernance. C'est la gouvernance des cas d'usage, la gouvernance de la disponibilité des modèles, c'est ça quand on est le juriste chez Alan. Exactement, tout à fait. En fait, ça soulève plusieurs problématiques et plusieurs angles très différents. Ce qui a été rapporté juste avant et auquel je me rattache entièrement, c'est du fait que l'IA générative par nature a une finalité qui est très large, voire quasiment infinie d'application, l'expertise technique qui serait nécessaire pour la contrôler est tout aussi large que la portée de l'IA. Du coup, l'écueil à éviter est celui de ne se reposer uniquement avec une gouvernance basée sur l'expertise technique, qui serait effectivement limitée. Alors la solution, elle, peut être dans la pluridisciplinarité des acteurs ou plutôt dans la nature opérationnelle du contrôle. Et je vais vous raconter une petite histoire pour savoir comment en fait on a construit cette gouvernance chez Alan. Si on se remet un peu plus au tout début de l'IA générative, disons en janvier-février 2023, je me réveille, après avoir fait un petit sondage en entreprise de tous les projets qui étaient lancés d'IA générative, petit recensement, 28 projets lancés en moins d'un mois. Je me suis dit directement, alors soit j'arrête de dormir pour les 6 prochains mois et je me jette directement dans le mur, soit faire du contrôle a posteriori ou a priori n'aura aucun intérêt, aucun impact. Je me sens de toute façon pas équipé pour pouvoir étudier la légitimité de ces cas d'usage et leur ROI. Donc plutôt que de chercher à les contrôler, à les permettre, on va plutôt chercher à équiper les équipes afin qu'elles puissent gouverner leur cas d'utilisation elles-mêmes. Donner les clés pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes en fonction de leurs compétences et trouver d'ailleurs d'autres vecteurs de conformité que ceux auxquels j'aurais pu penser moi-même. Du coup, comment ça s'est mis en place en pratique ? La première chose que j'ai fait, c'est créer une matrice d'auto-évaluation des initiatives basées sur l'IA générative et le machine learning, qui allait tout simplement vulgariser, retranscrire en des termes opérationnels l'ensemble des paramètres qui doivent être pris en compte d'un point de vue conformité réglementaire et juridique. C'est pour ça que dès la première version de cette matrice d'auto-évaluation, on mentionnait déjà les principes d'explicabilité, de neutralité, de revue humaine, de traçage de la propriété intellectuelle, mais simplement en l'expliquant en des mots très simples et très opérationnels pour que les équipes opérationnelles puissent les maîtriser et les posséder. Ensuite, une fois que les personnes étaient équipées à pouvoir conduire ces évaluations elles-mêmes, là où le rôle des fonctions juridiques ou des fonctions support devenait particulièrement clé, c'était permettre une utilisation raisonnable, raisonnée de ces solutions-là. Donc comment on pouvait plutôt
plutôt que d'investir dans la vérification de la conformité des solutions, on a plutôt investi dans la création d'un écosystème qui permettait à ces initiatives d'être développées de manière sereine et raisonnable. Donc, et c'est là où l'intervention, elle n'est pas tellement sur le cas d'usage lui-même, mais sur la supply chain, la manière dont le modèle est déployé, dont le modèle est distribué, dont le modèle est hébergé, et les garanties qu'on va pouvoir obtenir des distributeurs, des déployeurs de modèles, des hébergeurs, afin de répondre à notre propre cahier des charges. Et c'est dans ce sens-là où on a quelque chose qui est, alors désolé pour l'anglicisme, mais dans l'ordre de l'enablement, plutôt que dans du contrôle de conformité juridique. Je reviens un instant sur les cas d'usage aussi, Esther, chez vous. Alors, vous nous en avez évoqué là, quelques-uns. Vous avez mis en œuvre donc, des projets d'IA générative pour les besoins de la DGFiP. Voilà, comment vous avez travaillé par rapport à cette gouvernance, là, ce dont on vient de parler? Alors, les cas d'usage, pour les cas d'usage, ça résonne vraiment avec ce qui vient d'être dit. Il y a eu globalement deux étapes. Première étape où on fonctionnait par immersion, où les data scientists partaient en immersion dans les métiers pour explorer le potentiel avec des équipes métiers qui avaient plus ou moins d'affinité, plus ou moins de maîtrise technique. Et donc, on identifiait comme ça les cas d'usage les plus pertinents. Deuxième étape, où on préparait l'industrialisation, où là, effectivement, on a plutôt été dans une logique d'encapacity enablement, voilà, ça c'est plus simple. Voilà, mise à disposition avec des API de services d'IA générative en expliquant aux équipes métiers que voilà, si elles se sentaient capables, elles pouvaient y aller, avec peut-être un peu plus, on va dire, enfin, moins de risques cyber dans la mesure où l'ensemble était internalisé, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Donc il n'y avait pas de provider extérieur, tout était internalisé. En revanche, notre principal risque, c'était la disponibilité, c'est-à-dire on avait obtenu miraculeusement un budget pour aller chercher des GPU, mais dans une certaine limite. C'est pas le budget open bar d'OpenAI, etc. Donc à partir du moment où vous avez un service qui est attendu, qui est demandé par le politique, par les agents, par tout le monde, qui apporte de la valeur et une capacité générative limitée, ça vous oblige à réfléchir à la priorisation et à l'intégration des bons modèles pour optimiser votre capacité. Donc ça, c'est vraiment le travail aussi des architectes qui, chez nous, ont pensé ça donc avec contrainte. Mais ce qu'a montré DeepSeek, c'est que voilà, c'est la contrainte qui amène elle-même aussi de l'innovation, y compris sur la partie machine et la partie architecture. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça nous oblige aussi à réfléchir à dans quel cas on est sur de la pure internalisation et dans quel cas, par exemple sur les amendements, il n'y a aucun enjeu vraiment de protection des données puisque les amendements sont publics. Donc là, on pourrait aller chercher des providers extérieurs. Donc ça nous oblige aussi à repenser nos stratégies achats. Alors pour revenir sur votre question qui était sur les cas d'usage, on a beaucoup travaillé, un peu comme les entreprises, hein, c'était encore expliqué tout à l'heure. Évidemment, on essaye de soulager les équipes qui sont au contact des usagers. C'est 10 millions de questions qui sont envoyées chaque année à la DGFiP sur la matière fiscale qui n'est pas la plus simple. Donc il y avait un peu cette idée, ce fantasme, oserais-je dire, d'un chatbot par IA générative qui pourrait répondre à n'importe laquelle de vos questions fiscales. Alors les avocats fiscalistes auraient peut-être été peu réjouis de cette avancée, mais ça n'a pas marché. La matière fiscale est beaucoup trop complexe et l'État français ne pouvait pas se permettre de donner de fausses informations ou une recommandation erronée. Enfin, c'est absolument pas possible. Donc, on a travaillé plutôt sur des cas d'usage qui permettaient de soulager les équipes en lien avec les usagers,
par détection de la première intention, ça correspondait tout à l'heure au cas qui a été expliqué. Donc, vous écrivez un message, on identifie que c'est une entreprise qui a un problème de TVA, tac, ça arrive vers le spécialiste qui va pouvoir accélérer sa réponse. Donc, ça conduit aussi derrière à de la spécialisation d'équipe et une spécialisation des tâches. Donc, ça s'accompagne aussi du point de vue RH. On a travaillé à l'identification aussi des signaux faibles. Quand vous recevez des centaines de milliers de retours usagers en masse, avant, c'était pas traité par un bureau métier qui a des centaines de milliers de lignes à analyser. L'IA générative permet de faire ce travail de user research de manière un peu qui fonctionne en fait, de dire voilà les problèmes qui sont les plus souvent identifiés et en langage naturel, voilà sur quoi il faut travailler. Donc ça, c'est vraiment des cas d'usage intéressants. La classification aussi, évidemment, qui permet, encore une fois, d'accélérer ce temps de traitement. La multimodalité aussi, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Et évidemment, l'accessibilité. Comment est-ce que on a des applications qui ont un legacy, qui sont pas assez accessibles. Comment l'IA générative peut nous aider à rendre les services publics beaucoup plus accessible qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Enfin, je vous laisse les préparer parce qu'il y avait une question tout à l'heure. Alors, je suis navré, Pablo, j'avais oublié dans mon déroulé de vous la poser. On fait un petit retour en arrière sur l'IA Act parce que vous avez fait sur vos travaux de consulting un peu une étude sur les différentes régulations entre les blocs Europe, Chine, États-Unis. Nous dire un petit peu ce que vous avez identifié comme différence, comme avantage pour l'un, tout d'abord, ou défaut pour les autres. Oui, tout d'abord, c'est qu'on a l'impression beaucoup de fois que, par exemple, les États-Unis, c'est un pays complètement dérégularisé, surtout avec dernièrement, qui a aucune régulation, par exemple, sur l'IA. Et ce n'est pas le cas du tout. Il y a beaucoup de régulation parce que, de façon qu'en Chine, l'IA, c'est une technologie qui est décisive, qui est stratégique. Il faut bien la contrôler. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas la contrôler. J'avais parlé avant des principes éthiques qui avaient été posés à la fin des années 2000. Toutes les régulations, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, bien sûr dans les IA Act, ils font mention à ces principes éthiques qui doivent être qui doivent être respectés, que ce soit un besoin de transparence, un besoin d'équité, de justice, qui est pas le minimum d'impact sur les individus, sur l'environnement. Et dans les trois territoires, ça se passe de la même façon. Alors, ils parlent tous exactement de la même chose. Qu'est-ce qui se passe après l'interprétation de certains principes ou l'équilibre qu'il y a entre l'innovation et ces principes éthiques? Ça va varier beaucoup. Par exemple, quand on parle d'équité ou de justice, le sens de l'équité et de la justice en Chine n'est pas le même qu'ici en Europe. Je crois que Frédéric parlait avant qu'ici on est les droits individuels. Pour nous, la justice, ça a à voir avec les droits individuels. En Chine, ça a plus à voir avec la cohésion sociale. Donc, il y a certaines solutions, surtout des solutions prônées par le gouvernement, qui seraient ici, par rapport à l'IA Act, des solutions de haut risque, donc qui seraient interdites. Par contre, en Chine, tout ce qui a à voir avec le social scoring, tout ce qui a à voir avec l'identification biométrique, ou par exemple aux États-Unis, toutes les solutions qui viennent de l'armée, à partir de DARPA, il n'y a pas de problème. Là, on fait des exceptions. C'est quelque chose que, ici en Europe, ça serait plus difficile de faire passer. Je voudrais qu'on aborde un peu la partie maîtrise des risques. Fabrice, on parlait tout à l'heure de la feuille de route des entreprises. Quels sont les principaux risques que vous avez identifiés? Il y a la fuite d'informations, il y a des outils qui ne sont pas suffisamment sécurisés. Alors, toujours dans cet environnement IA, bien entendu. Les risques, il y a effectivement le risque sur toute la protection des actifs immatériels de l'entreprise. Donc effectivement, c'est la protection de la confidentialité, du savoir-faire, du secret commercial,
La protection des données, ça fait partie aussi des données, y compris données à caractère personnel, ça fait partie des actifs immatériels. Donc là, je dirais, il y a un certain nombre donc de leviers, d'outils juridiques pour limiter ce risque. Ce qu'on observe beaucoup sur le marché, c'est quand même que les entreprises développent leur propre ChatGPT ou équivalent. C'est-à-dire que l'idée, c'est à la fois de bénéficier, de capitaliser sur l'entraînement des outils existants sans pour autant compromettre, exposer ses propres données. Mais c'est vrai que un des principaux risques qui reviennent régulièrement, c'est la protection de la propriété intellectuelle, la protection des données, la confidentialité. Après, l'autre risque, c'est d'être le dernier à innover. Alors là, pour le coup, c'est plus un risque juridique, mais c'est là où il faut trouver la place du curseur pour à la fois favoriser l'émergence de nouveaux modèles et de nouveaux outils, tout en préservant la protection de ces actifs immatériels. L'autre sujet, mais ce qui est un peu connecté, c'est l'utilisation débridée par l'ensemble des employés, des outils de marché finalement. Mais on retombe un peu sur la même problématique. C'est qu'en utilisant ces outils, on risque d'avoir des fuites de données. Pour le reste, je pense que les risques, en tout cas juridiques, on les a déjà pas mal évoqués. Okay. Ouais. Pardon, Esther. Oui, Alors, allez-y. Merci. Du point de vue de l'État, les risques sont aussi des risques d'autonomie stratégique. C'est-à-dire penser une administration régalienne qui, avec l'impôt, finance l'ensemble des services publics. À partir de machines qui sont fabriquées plus ou moins à Taïwan, dont on ne sait pas très bien si Taïwan sera toujours Taïwan. Dans DeepSeek, c'est voilà. Pas sûr du tout. Hein. Construire de l'IA générative, même en open source, avec des modèles fabriqués par Facebook, dont on ne sait pas toujours si ça va rester longtemps open source et tout ça, ça fait quand même beaucoup de risques dans votre supply chain d'IA générative. Donc on se pose aussi ces questions-là de maîtriser autant qu'on peut et puis se dire mais bon jusqu'où quoi, et puis comment je fais pour m'assurer que dans 3 ans mes machines, quand je devrais les renouveler, je pourrais les renouveler. Donc évidemment que ça se regarde de manière aussi plus stratégique du point de vue de l'État sur l'ensemble de la supply chain de fabrication, depuis la machine jusqu'au modèle, les données, etc. C'est pour ça qu'il y a chez vous, vous l'avez rapidement écouté, c'est ce conseil scientifique là, d'avoir des gens un peu de différents horizons qui peuvent... Voilà, ça c'est un élément, mais il y a aussi cette réflexion sur l'autonomie stratégique du point de vue de l'État, sur l'ensemble de la supply chain, qui est évidemment... Alors nous, on n'a pas vocation à être les premiers à innover, il ne faut pas qu'on soit non plus trop derrière, mais en revanche, on se pose aussi des questions systémiques et qui seront discutées au sommet de l'IA, qui seront discutées avec la DGE et qui se posent avec l'ensemble des fournisseurs de données, des fournisseurs français, sur l'ensemble des composants qui permettent de faire de l'IA générative. On se pose aussi la question des risques énergétiques. Ça, c'est aussi un autre sujet dont on n'a pas parlé aujourd'hui parce que ça fait moins... Alors, l'écologie, c'était l'année dernière. La mode, c'était l'année dernière. Cette année, un peu moins. Voilà. On en parlait tout à l'heure dans notre table ronde, mais on n'avait pas... Objectivement, c'est un sujet. Nous, c'est comme ça qu'on détecte les équipes qui achètent des GPU dans leur coin. Derrière, ils ont l'électricité. Voilà, c'est Bercy. C'est tout noir, quoi. Voilà, donc, à Bercy, il y en a qui achètent leur... Ah oui. Allez, donc, on ne dira pas. Non, mais c'est vrai. Mais c'est un vrai sujet et la consommation énergétique, elle est énorme. Donc là aussi, il faut mesurer ce que ça peut vouloir dire une administration avec une énergie qui coûte 10 fois, 20 fois, 100 fois plus cher. Voilà. Juste, peut-être Cécile, un mot sur l'énergie, parce que tout à l'heure, on va plus aborder, juste prendre le micro et dire un mot sur ce sujet. Et c'est vrai qu'en
Parce que la petite musique, c'est plus qu'une petite musique, mais c'est en train de monter sérieusement en gamme. On voit beaucoup d'entreprises qui disent à leurs salariés, attention, une requête ChatGPT, c'est tant. Tout à fait. Et en fait, il y a une sensibilisation massive, en France notamment, sur l'impact de l'intelligence artificielle générative sur notre empreinte carbone. Et donc cette prise de conscience va de pair avec l'éducation de nos collaborateurs et surtout le fait, on l'a dit précédemment, que l'IA-Gen n'est pas une réponse à tout. Et donc si on veut innover, il y a aussi d'autres moyens d'innover que l'IA générative. Ça reste pour énormément de cas d'usage quelque chose d'extrêmement pertinent. En revanche, de nouveau, c'est pas une réponse à tout. Et je pense qu'il faut se challenger sur non pas la compensation, mais comment fait-on pour que typiquement les GAFAM notamment changent complètement leur façon d'opérer, notamment leur data center. Donc je pourrais parler de l'engagement de Microsoft, c'est pas l'objectif, mais voilà, tout à fait. Donc challengez-nous. Yves, la nature des risques et des menaces liées à l'IA générative, quand on s'appelle Sanofi. Quand on s'appelle Sanofi, c'est compliqué. Je vais commencer par un risque juridique. Je suis quand même patron de la cyber, mais je suis au carrefour d'un phénomène d'amplification qui est créé par l'IA générative. Ce sont l'ensemble des régulations digitales mondiales. On a parlé de l'IA Act mondial, ça pose un problème. Donc, je vais faire court là-dessus. Des régulations de nature digitale et pas cyber. Cyber n'étant qu'un sous-ensemble, il y en a plus de 250 à appliquer chez Sanofi. Je mets au défi quiconque de les connaître. Donc, il a été décidé de mettre la fonction Risk and Compliance Digital, donc le métier qui accompagne et qui doit connaître toutes ces régulations rattachées à la cyber et fournir, comme tu disais, une capacité à naviguer à travers ces régulations. Donc ça, c'est le premier risque. On a des applications, des services et même des métiers de R&D qui vont être obligés de se reconfigurer géographiquement pour pouvoir passer à travers les gouttes. Sous l'angle de la cyber, quand vous regardez une IA générative, et je ne vais pas être technique, vous devez avoir en tête deux choses. C'est constitué de deux éléments constitutifs, élémentaires, une IA générative. C'est une montagne de code écrit dans un langage qu'on ne connaît pas bien. Donc nos outils d'analyse de code cyber, ils ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est le premier problème, le premier enjeu. Et il y a un deuxième élément constitutif, c'est une matrice de points. Donc vous avez un langage, un code qui vient alimenter dans sa phase d'entraînement une énorme matrice de millions et de millions de valeurs. Donc une matrice pluridimensionnelle, vous pouvez l'imaginer comme un cube. Et ce cube-là et ces valeurs, c'est le résultat de votre entraînement. C'est votre propriété intellectuelle. Si vous avez entraîné votre machine pour une finalité avec vos données, ça vous appartient. Si quelqu'un vole ça et utilise le même code générique du moteur d'IA, il obtiendra exactement les mêmes résultats que vous. Donc pour moi, il s'agit de protéger ça. Il s'agit de protéger ça selon deux angles. Que personne ne me les vole, même si c'est volumineux, il y en a bien qui vont réussir à faire des snapshots. Et vérifier comment cette matrice de millions et de millions de points évolue tout au long du cycle de vie de l'IA. Parce que ce qu'on appelle hallucination, ce qu'on appelle dérive, ce sont des variations dans ces différentes valeurs qui viennent générer des comportements différenciants ou différenciés du moteur. Ça non plus, en cyber, on ne sait pas faire. Donc on est une fois encore dans l'histoire de la cyber et des risques numériques, avec des technologies qui ne sont pas évidemment équipées de contre-technologies pour pouvoir les contrôler, les maîtriser. Ça vient. Il y a beaucoup de start-up en France, en Europe et aux États-Unis qui se développent sur ces dimensions-là. Donc gardez en tête qu'aujourd'hui, vos équipes cyber sont mal en point et mal équipées pour surveiller ça. Normalement, elles doivent y travailler. Il apparaît néanmoins que de façon temporaire et transitoire, comme vous le citiez, c'est quand même au métier qui utilise la donnée, l'IA, de comprendre et de savoir si l'histoire qu'on lui raconte est plausible ou débile. Alors, tout à l'heure, quelqu'un disait de façon intéressante, il faut continuer à entraîner nos enfants à lire, à écouter des histoires, à raconter des histoires, parce que c'est probablement le mécanisme de l'intelligence humaine qui permet de percevoir quand quelque chose est faiblement plausible. Alors, je ne sais pas comment ça se dit, mais Pablo, c'est ton domaine, tu dois être super bon là-dedans. Non, mais
Ce que je voulais ajouter à ce que vient de dire Jean-Yves, c'est que d'une façon aussi générale, et là je mets ma casquette de consultant en cyber, c'est que d'une façon générale, pour nous, pour les gens qui travaillent dans la cyber, tous ces cas d'usage, tous ces solutions qu'on met dans les entreprises, pour nous, c'est une nouvelle surface d'attaque. C'est un nouveau vecteur. Et c'est des cauchemars. Jean-Yves a parlé aussi c'est surtout d'un point de vue de confidentialité. Qu'est-ce qui se passe si on nous prend nos codes, tout ce qu'on a mis en place, toutes ces données d'entraînement. Mais aussi, il y a un autre point très important, c'est un problème d'intégralité. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un arrive à accéder à nos entraînements, à notre code et le modifie? Qu'est-ce qui se passe comment protéger ça? Et bien sûr, il n'y a pas d'outils pour l'instant. Où il y a des outils, il y a des startups qui sont émergentes, mais on doit confier dans des systèmes de gouvernance. Pour l'instant, c'est la seule façon. François, sur la gestion de la maîtrise des risques, gestion des risques. Oui, une fois n'est pas coutume, la parole rassurante va venir du service juridique. Non, mais les risques liés à l'IA générative, dans la plupart des cas, ils ne sont pas nouveaux. C'est des risques structurels, systémiques, qu'on connaît déjà et qu'on a déjà appris à maîtriser dans un certain nombre de domaines. On parle de risques réputationnels, de risques opérationnels, de risques liés à la confidentialité des informations partagées, à la personnalité des informations partagées, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et quand on se pose la question de quel risque réel et nouveau est créé par l'IA générative, et alors oui, on va avoir quelques risques cyber purs et durs, qui vont être très, très limités, et je vais en parler après, mais où l'utilité peut vraiment se poser de la lutte contre ces risques-là. Et surtout des risques finalement, et la réponse pour le secteur public est tout à fait adaptée, qui vont être des risques systémiques de dépendance notamment technologique et économique. Demain, tout votre système de service client est automatisé par de l'IA. Vous n'avez plus d'humain pour le gérer effectivement derrière. Le jour où le service a un problème, le jour où il y a une maintenance, le jour où il y a des erreurs qui sont faites, c'est un risque qu'il faut savoir gérer. Mais en fait, c'est exactement la même typologie de risque que vous avez eu tous à gérer dans la transition pour le cloud et l'industrie du SaaS. Donc ça, c'est vraiment les mêmes leçons gardées. Ensuite, on est bien dans une logique de maîtrise du risque. On n'est pas dans une logique d'annihilation du risque. Le risque, il existe toujours. Le risque cyber, il existe toujours. Le risque zéro en cyber n'existe pas. Et toute la vraie question est celui de la proportionnalité des moyens utilisés en défense par rapport à l'opportunité d'une attaque. C'est ça la gestion du risque cyber. Et quand on regarde même les risques spécifiques par rapport au modèle fondationnel ou à l'IA générative, alors oui, on peut se poser la question de l'hallucination d'une IA, ou on peut même entendre les risques d'une régurgitation d'un jeu de données d'entraînement d'une IA générative. Mais quand bien même, théoriquement, ces attaques seraient possibles, moi j'utilise beaucoup le principe du test d'utilité. Quelle est l'utilité pour l'attaquant de réaliser cette attaque? Quand bien même vous mettez énormément de moyens, vous arrivez à faire ressortir un output statistique qui ressemble à une donnée d'entraînement. Le seul moyen d'être sûr qu'on est face à la donnée d'entraînement, c'est de posséder le jeu d'entraînement au départ. Ce qui rend, par nature, la valeur du butin espéré par l'attaquant, s'il l'a déjà, nulle. Donc l'utilité de l'attaque, nulle également. Donc on est vraiment plutôt dans cette logique de pilotage, de maîtrise, de risques existants dans un nouveau contexte, mais absolument pas face à des nouveaux risques. Je peux que abonder et vous recommander de lire le rapport cyber du World Economic Forum, là, qui est sorti il y a quelques jours, qui dit une énorme connerie.
énorme. C'est juste énervant de lire que pour 66% des interviewés, donc j'imagine des grands patrons, le principal risque cyber, c'est l'IA. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, il y a 7 ans, c'était le cloud, et il y a 10 ans, c'était la blockchain. Ça vous a fait mal? Jamais. Ben là, on en est pareil. Chaque année, chaque 2 ans, il y a une super attaque, un super risque. C'est n'importe quoi. Et je te remercie de l'avoir dit. T'es juriste, viens, on va travailler ensemble. Hein. Voilà. Il ne faut pas négliger le risque d'attaque avec l'IA, mais je peux vous assurer que ça ne nous fait pas peur. Pas pour le moment, peut-être que quelqu'un d'intelligent trouvera un bon scénario, mais pour l'instant, ça ne nous fait pas plus peur que le cloud ou que la blockchain. C'est pas rien, mais c'est pas une montagne non plus. Donc, il va falloir qu'on aille expliquer ça à nos amis de Davos, parce qu'ils disent n'importe quoi. Voilà, ça c'est dit. Est-ce qu'il y a une question là pour... parce que sinon je voulais peut-être qu'on pose quelques questions sur souveraineté, parce que c'est un terme qu'on n'a pas... enfin, on l'a pas un peu tout à l'heure au départ, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez une question à l'un de nos intervenants. Oui, tout là-haut, Patrick. Oui, c'est un bras levé? Non, ah non, c'est pas un bras levé. Voilà. Adjugé, vendu, voilà. Allez, hop. Allez. Non, il n'y a pas... Attends, vous grattez pas la tête parce qu'on vous prend pour une... Oui, pardon. Il y a une question. Je voulais connaître la gouvernance chez Sanofi. Autour de l'IA générative. Début 2024, mon patron, le patron du digital chez Sanofi, qui est à l'Excom, a eu une bonne idée, comme vous. Il a dit... on va constituer une instance d'arbitrage. Est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas ce projet? Donc, c'est pour ça qu'on chasse aussi le shadow. Tous les projets doivent passer dans cette instance d'arbitrage qui regroupe le legal, la privacy, la cyber, la regulation de façon un peu plus globale, people et culture, donc RH chez nous, et le digital avec une sous-composante IA. Le projet, au départ, il a été dit en 2024 qu'un projet d'IA générative, ça doit faire 100 millions de ROI. Ça fait 40 milliards de chiffre d'affaires Sanofi. Donc 100 millions, c'est beaucoup, mais c'est raisonnable aussi. Tout ça parce qu'on voulait pas voir ce foisonnement d'initiatives tout partout qui coûte une montagne d'argent, mais qui n'apporte aucune valeur. L'objet de ce comité de gouvernance, c'est exactement ce que disait François, c'est de pouvoir construire par la pratique, et c'est fait aujourd'hui, ça évolue bien sûr, quelles sont les règles d'éligibilité et d'une mise en œuvre saine de l'IA. Donc 100% des projets doivent passer par cette instance. Est-ce que c'est lourd? Oui, ça l'est, c'est perçu comme étant pénible par les métiers, mais il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on connaît les systèmes, les solutions, les composants numériques dans lesquels il y a de l'IA, soit parce que c'est nous qui l'avons construit ou monté pour les gros moteurs d'IA, soit parce que le vendeur vous en a collé un petit bout, mais il vous appartient de maîtriser les risques. Donc, est-ce que c'est parfait? Non, puisqu'on en trouve encore en shadow grâce à nos mécanismes qui ont été développés en fin d'année, mais ceux-là, ils sont coupés. Voilà, il n'y a pas de pitié, on les coupe. L'autre jour, quand DeepSeek est apparu, ça a dû sortir un jeudi, je pense, parce que le lundi matin, ça couinait tout partout dans mes systèmes, et qu'il y a plein de petits malins qui n'ont rien trouvé de mieux que de mettre les documents Sanofi un peu sensibles pour voir ce que ça donnait. Donc ceux-là, ils se sont fait choper et punir. Alors punir, chez nous, ça s'appelle le purgatoire. Le purgatoire, quand vous passez en purgatoire, vous avez des conditions d'usage de votre machine un tout petit peu plus limitées. Déjà, vous ne pouvez plus utiliser votre port USB. Vous ne pouvez plus accéder comme vous voulez au site Internet. Il n'y a que le minimum vital. Sur votre messagerie, c'est très pénible parce qu'on vous demande à chaque fois, 3 fois, si vous êtes sûr que vous voulez bien cliquer là, là et là. Voilà. Bon, le purgatoire, comme il porte bien son nom, il est temporaire. Autre question? Non? Oui, madame. En fait,
bonjour à tous. En fait, c'est pour compléter la question de Madame à l'instant. Quelle est au final la différence alors de gouvernance dont vous venez de parler avec un projet classique au final? Parce qu'il y a de l'arbitrage, il y a une étude. Dans le cycle de vie, il n'y a pas de différence, il y a des critères de décision, mais dans la richesse des critères et l'engagement des métiers périphériques, dans le cadre de l'IA, c'est bien plus large. Dans le cadre d'un projet de type ERP ou métier, on a un volet régulation digitale, et puis ça s'arrête là, sur les données de la privacy, bien sûr. Mais dans l'IA, il y a d'autres dimensions bien plus riches. Et j'ai cité des métiers, un panel de métiers qui intervenaient dans le cadre de l'IA et qui n'intervient pas nécessairement dans le cadre d'un projet digital. Ou alors, ils n'interviennent pas parce que la maturité de mes équipes Risk and Compliance est bien suffisante pour s'affranchir d'appeler un expert. Je trouve qu'il y a... Alors, c'est complètement subjectif, mais l'année dernière, on a dû me demander, mais je ne sais pas, 40 fois, qu'est-ce que tu fais en matière d'IA? C'est-à-dire, et moi, à chaque fois, je disais, mais non, mais tu dois me dire, qu'est-ce que tu fais pour résoudre ce problème? Il y avait cette espèce de folie autour de l'IA qui rendait la matière IA atypique. Et justement, qui nous renvoyait à une folie anthropomorphique là, et donc il fallait répondre à cette question, qu'est-ce que tu fais en matière d'IA avant tout, alors même que certains sujets pouvaient se résoudre avec la data analyse, avec de l'UX, et donc on a échappé à ça. Et quand j'ai commencé à montrer les factures, là d'un coup ça s'est retombé un petit peu, hein. Mais ça reste encore un peu, donc de ce point de vue-là, on est encore un peu, ou on était très clairement en 24 dans le cycle de la hype, dans le moment hype de l'IA. Et de ce point de vue-là, c'était atypique. Et moi, j'aspire à cette normalisation. En tout cas, j'ai beaucoup poussé à ça. C'est remettre tout ça dans la rationalité, dans l'esprit critique, pour voir si c'est une technologie adaptée ou pas en face d'un type de problème. Voilà. En fait, ce qui était atypique, c'est comme on l'utilisait à titre personnel. On se disait, enfin, on voyait les effets, on se disait, tiens, c'est tellement magique dans la vie de tous les jours que ça va être magique au bureau, ça va être formidable. Si seulement. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce point-là. Non? Autre question? Non, j'avais un mot. Je voulais qu'on termine peut-être un mot sur la souveraineté. Je reprends. Alors c'est Trump. Bon, parmi tout ce qu'il a dit, il a dit qu'il fallait s'emparer du super pouvoir de l'IA. Faut-il plus de souveraineté dans le domaine IA, Pablo? Je crois qu'il y a une grande asymétrie entre ce qui est par exemple l'Europe et par rapport à la Chine et les États-Unis. Nous, il y a une dépendance, une grande dépendance, tout ce qui est à voir les grandes plateformes des GAFAM. Il y a une dépendance des semi-conducteurs, qui sont beaucoup américains. Il y a une dépendance des infrastructures chinoises. Donc du coup, les budgets, ça n'a rien à voir en plus. C'est les budgets, je crois que c'était les États-Unis, il tenait plus de 50% des investissements en IA en 2024. Donc, bon, il n'y a pas grande photo. Et donc, du coup, avoir une souveraineté ici en Europe, bien sûr, c'est le désirable, mais bon, dans le court terme, je ne pense pas que... Dans un groupe international Alors, je vais répondre que pour moi, c'est pas tant mon groupe que ce que je suis en tant que Français européen qui me conduit. Et je pense que sur le cloud, l'affaire est pliée. On a beau avoir essayé, rêvons pas. Sur l'IA, il y a des très très belles choses en France, en Europe. Et puis, il y a une suite, il faut qu'on soit bien conscient. L'IA, l'arrivée de l'IA, ça a été un chamboulement, c'est une transformation massive. Mais il y a une révolution qui se présente, qui s'appelle le quantique. Et le quantique, c'est la deuxième génération d'IA. Ça ne fera pas que ça, mais ça va faire tourner l'IA avec des capacités insoupçonnées. Et là, en France et en Europe, on a deux talents. On sait faire de l'IA, il y a Mistral, il y en a d'autres, je ne connais pas toutes, et on est vachement bon en quantique. Donc si on rate ce créneau-là, on est franchement nul.
Et ça m'appartient, en tant que Français, patron de la cyber en France et salarié d'une entreprise française avant tout, de favoriser le développement de ces capacités. Mais moi, je ne crois pas à la régulation là-dessus. Je crois à l'investissement. C'est sûr, on doit drainer l'argent, mais c'est au secteur privé de le drainer. C'est pas au secteur public uniquement. On n'a pas. Je veux pas attendre de l'État qu'il fasse quoi que ce soit, sinon qu'il encourage l'investissement par peut-être des mesures fiscales optimisées que ChatGPT pourrait donner si un bon patron d'entreprise lui posait la question. Voilà comment je vois Frédéric. Esther ? Alors, moi, je pense quand même qu'il y a un enjeu de souveraineté énorme pour les États. C'est-à-dire que celui qui contrôle effectivement l'IA, et encore plus l'IA générative, contrôle un système de valeurs en réalité, contrôle le langage, contrôle... donc on a vu avec DeepSeek... quand on lui pose des questions sur Tiananmen, ou là, là, ça nous parle, mais il faut se rendre compte que ça va être la même chose avec notre propre culture. Oui. Donc, je pense que c'est effectivement absolument fondamental qu'on maîtrise cette technologie. Alors, évidemment, le secteur privé doit jouer toute sa part. Et il faut qu'on ait ces modèles et ces données disponibles pour préserver les fondamentaux culturel de l'Europe. Donc ça, et de notre langue, en fait. Donc ça, c'est vraiment majeur. L'autre sujet, pour moi, fondamental, c'est l'éducation. L'éducation en maths, l'éducation à l'esprit critique, l'éducation... Et ça, il faut absolument pas renoncer à ça. Les Chinois, le retard qu'ils ont rattrapé, enfin là, ils sont leaders sur l'IA générative, sur l'IA, mais c'est par un investissement massif depuis des années en mathématiques. Et donc ce sursaut-là en mathématiques, notamment, mais aussi en langage, il faut absolument le porter, en fait. Surtout qu'on a déjà la base, la culture, on l'a quand même. Voilà. Mais il faut... Voilà. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Esther. Après... effectivement, c'est pas la régulation qui permettra la souveraineté. On a beaucoup de régulations, on a le Data Act, le RGPD, NIS 2, on a énormément de régulations qui aujourd'hui limitent la possibilité de partager des données, par exemple. Mais force est de constater que c'est pas ça qui nous fera progresser. Moi, je crois que par rapport à... Alors, bien sûr, c'est le point du rapport Draghi. Il faut faciliter l'investissement, il faut supprimer les barrières. Donc, on a eu assez longtemps les PCRDT de l'Union européenne qui permettaient de faire émerger un certain nombre de projets. Mais je crois que par rapport à la coopération, publique-privée, et même si c'est pas très glamour, moi je crois de nouveau beaucoup à la standardisation, à la normalisation. Quand on regarde aujourd'hui les déclarations du gouvernement chinois, le gouvernement chinois dit d'ici 2026, on aura développé, je sais plus, c'est 60 ou 260 standards en matière de conformité, en matière d'intelligence artificielle. Si effectivement l'Union européenne est en capacité, en travaillant avec les entreprises, d'être les premiers sur les standards, ce sera gagnant pour tout le monde, ce sera gagnant pour l'influence de l'Europe par rapport au développement de l'IA. Ce sera aussi gagnant pour les entreprises parce que ça leur simplifiera la vie. Ce sera gagnant pour les régulateurs parce que ça leur simplifiera les contrôles en s'appuyant sur des tiers de confiance. Il faut tirailler entre la conformité et l'innovation. Exactement. Et ça, pour moi, c'est beaucoup la co-régulation qui va se traduire par des standards et de la normalisation. François ? Oui, alors moi, un point de vue un tout petit peu différent, enfin, ou même très radical, je ne crois pas du tout à la souveraineté comme étant une solution. En tout cas, une solution pour l'IA. En fait, j'ai jamais vu sur un marché compétitif normalement régulé le gagnant étant celui qui a réussi à poser des barrières, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. C'est pas en posant les barrières qu'on gagne. J'y crois pas une seconde. Pour moi, la vraie question, c'est comment on fait en sorte de rendre l'Europe compétitive sur le marché global de l'IA. Et est-ce que ça, c'est un enjeu de souveraineté ? Je pense pas. Je pense que c'est un enjeu qui est un peu différent. C'est un enjeu de compétitivité qui va jouer sur deux tableaux principalement. Le premier qui est celui de la compétitivité de nos cerveaux, c'est-à-dire qu'on a la chance en Europe d'avoir un niveau d'éducation et des talents très forts
sur l'IA générative, qui ont d'ailleurs travaillé un peu partout dans le monde et qui sont retournés un petit peu dans l'Union européenne, et on peut s'en féliciter. Nos ingénieurs restent ingénieurs, font de l'IA générative, et ça c'est déjà une victoire en ça. Mais l'enjeu de compétitivité, c'est comment on fait en sorte de conserver ou de faire revenir ces talents dans l'Union européenne. Et le second, qui est forcément lié, c'est la localisation des activités de recherche et développement. Gagner la bataille de l'IA générative, ça va être faire en sorte que les activités de recherche et développement soient ou restent en Europe. Et c'est comme ça qu'on arrivera à conserver un temps d'avance. Si la réglementation aboutit, de par un point de la conformité trop lourd, à délocaliser des activités de recherche et développement, ça sera un échec pour moi assuré. Et en fait, et je rebondis avec ce que Fabrice disait au tout début de l'intervention sur les objectifs d'une réglementation. En fait, alors c'est ma vision très personnelle, mais comment on mesure l'efficacité d'une réglementation? Le premier, c'est est-ce qu'elle atteint les objectifs qui lui ont été fixés? On en a discuté avec Fabrice, ils sont plus larges que purement économiques. Le second, c'est est-ce que la réglementation est pratique et efficace et actionnable pour les acteurs qui sont assujettis? Est-ce que c'est facile de se mettre en conformité? Est-ce que c'est efficace de se mettre en conformité? Est-ce que ça crée de la valeur pour les entreprises? Et le troisième, il est vraiment au niveau sociétal, qui est est-ce que on a permis d'apporter de la confiance dans le marché qui est régulé, dans le secteur qui est régulé? Est-ce qu'on a permis de dynamiser une économie? Est-ce qu'on a permis de libérer le marché qui était visé? Et donc avoir vraiment un impact sociétal sur la régulation. Et c'est la vraie question qu'on peut se poser avec l'AI Act. On a les armes en main pour faire de l'AI Act un avantage compétitif pour les entreprises européennes. De la même manière que le RGPD a eu cette volonté d'hégémonie et cette partielle réussite d'hégémonie pour devenir la norme unique, si l'IA Act le devient, et en devenant effectivement la conception des modèles d'IA par défaut au sens de l'AI Act, ça sera un vrai avantage compétitif pour les entreprises européennes qui sauront comment s'y conformer. À défaut, on est face à des vraies tensions. Bien voilà, se termine cette table ronde. Merci à tous les 5, merci d'avoir participé. Et nous allons conclure cette journée. Voilà, je vous invite à regagner vos fauteuils. Et nous allons conclure cette journée. Merci d'accueillir Christophe Roquilly, qui est professeur à l'EDHEC, directeur de l'EDHEC Augmented Law Institute. Voilà, la synthèse de la journée en 10 minutes. Oui. Bonsoir. Le micro est là, Christophe. Je suis habitué à son micro souvent. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je ne doute pas que la journée a été longue, mais l'après-midi, mais passionnant. Que vous ayez envie, après, je crois qu'il y a un cocktail. Oui. Bon. Tout est prévu. Ne partez pas dans le froid aussi. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est deux petites remarques un peu préliminaires, et puis après, de vous partager. Alors, j'ai pas la prétention de faire une synthèse, mais de rebondir sur un certain nombre de choses qui ont pu être partagées cet après-midi, y mettre un peu ma propre sauce, si je puis dire. Sinon, autant passer l'enregistrement de cet après-midi dans ChatGPT ou équivalent, et ça sera aussi bien. Alors, ma première remarque, et c'est très sincère, ce que j'ai trouvé, au-delà de la qualité des interventions des uns et des autres, très intéressant cet après-midi, c'est qu'on casse les silos. C'est le sentiment que j'ai eu, en tout cas. On casse les silos qui sont quand même encore très présents dans beaucoup d'organisations. Quand je dis organisation, c'est au sens large, privé et public. Donc toutes les manifestations, les événements qui permettent de casser les silos sont vraiment les bienvenus. La deuxième remarque, c'est que, alors j'ouvre une parenthèse rapide, je ne mettrai jamais sous mon nom ou que ce soit expert en IA. Il y en a à profusion. Je ne vais pas dire ce que j'en pense, peu importe. Je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas ingénieur spécialisé. Moi, il s'avère que je me suis intéressé à l'IA ou à une IA il y a longtemps, dans les fins des années 90, en tant que juriste, dans un réseau de juristes qui s'intéressaient à l'IA. On n'était pas beaucoup en France. C'était à peu près la même bande en droit de l'Internet. Il y avait un peu plus de monde en Europe et en Amérique du Nord, en Asie. Bon. À une époque où, en fait, l'IA générative, ça n'existait pas.
Bon, en tout cas, si elle existait, je ne sais pas où elle était. À une époque où, en fait, l'IA connexionniste, dont vient l'IA générative, avait perdu la bataille, si je puis dire, par rapport à l'IA dite symbolique. Et d'ailleurs, je vous conseille, alors je lis mes notes, hein, vous m'en voudrez pas, hein, ce qui prouve que, bon, voilà, c'est encore un être humain qui s'exprime. Je vous conseille la lecture de, alors où est-ce que j'ai noté ça? Voilà, c'est un excellent papier qui s'appelle « La revanche des neurones », qui explique justement tout cet historique de lutte amicale entre l'IA symbolique et l'IA générative, en particulier concernant les financements, et qui explique comment, par exemple, Yann LeCun, à une époque, qui était dans la Silicon Valley, alors pleurait, je mets des guillemets, hein, parce qu'il ne trouvait pas de financement, lui et ses collègues, sur le développement de l'IA connexionniste, parce que l'IA symbolique prenait le dessus. Et, bon. Et donc, moi, je m'en souviens très bien, en tant que juriste, on avait vu le développement des systèmes experts en droit. Il y en a toujours aujourd'hui. Présente l'intérêt d'ailleurs d'être transparent, puisque les règles sont paramétrées par les experts. Les experts peuvent changer le paramétrage des règles. Ça a encore aujourd'hui une efficacité sur certains cas d'usage. Et peut-être que, alors ça je le dis avec beaucoup de prudence, n'étant pas un expert de l'IA, peut-être que l'IA connexionniste, et donc notamment l'IA générative, pourrait profiter parfois de l'IA symbolique pour donner un peu plus de robustesse et transparence à tout ça. Alors, je lis mes notes. Donc, dont on a parlé cet après-midi, il y a vraiment, et d'ailleurs ça s'est terminé là-dessus, sur ces questions de souveraineté. Alors je suis d'accord avec certaines choses, mais pas avec tout. Mais peu importe, je suis pas là pour dire je suis d'accord avec ci ou ça, pas d'autorité particulière. Mais il y a vraiment des questions macro qui, de mon point de vue, sont les plus importantes. Souveraineté, mais pas que. Et puis des questions micro, ça ne veut pas dire qu'elles sont pas importantes, qui sont, voilà, les entreprises, les organisations, comment elles s'emparent des IA, notamment l'IA générative, pour faire quoi, etc. Alors, sur les questions macro, dans un monde apaisé et dans une économie vraiment libérale, ce qui n'est pas le cas. Alors, je le dis, petite parenthèse, mais j'enquiquine jamais personne avec ça, et certainement pas mes étudiants quand les fois où je suis en cours. Moi, je suis un libertarien convaincu, mais pas un libertarien. Elon Musk n'est pas un libertarien. Pas du tout. Les deux piliers des libertariens, alors il y a différentes écoles, etc., mais de mon point de vue, c'est le respect absolu de la propriété privée et le respect absolu des libertés individuelles, et notamment le fait qu'on ne construit que par consentement mutuel. Une fois qu'on a dit ça, le techno-capitalisme dans ses mauvais aspects, ça n'a rien à voir avec les théories libertariennes ou libertarianistes, etc. Donc, on n'est pas dans un monde parfait. Donc on a vraiment cette toile de fond, question de leadership économique, culturel et militaire. Le leadership économique, il peut conduire au leadership technologique. Alors on le voit, alors GAFAM, ou maintenant on dit même Gamma, Google, Apple, Microsoft, Meta, Amazon, il y a un leadership économique, il y a un leadership technologique qui a été, et c'est pas une critique, je veux dire, ils ont bien eu raison, qui a été soutenu économiquement par les États-Unis et soutenu juridiquement. Alors j'ouvre une parenthèse rapide. J'avais prévu de le dire tout à l'heure, mais je vais le dire maintenant. Vous savez, il y a ce truc un peu qu'on lit, moi ça me hérisse, légèrement, parce qu'il y a quand même plus grave que ça dans la vie. Les Américains innovent, les Chinois copient, les Européens régulent. C'est une connerie sans nom, parce que les Américains, ça a été dit tout à l'heure, les États-Unis régulent beaucoup, font du protectionnisme, ont bien compris, c'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous avez dit, mais c'est des convictions personnelles, réciproques. Parce que ça, c'est ancré dans leur culture. Que quand on arrive à mettre des barrières à l'entrée, quand on est suffisamment bien installé, quand on a un avantage concurrentiel qu'on veut rendre durable, parce que c'est ça l'avantage concurrentiel au bout du bout, faut être les premiers à normer, ou en tout cas à pouvoir piloter la norme. C'est ce que fait Google. Moi, j'ai un très bon ami, ancien collègue à l'EDEC, dans mon équipe, qui est aujourd'hui le patron monde du copyright chez Google. Vous allez me dire, il a bien progressé. En tout cas, c'était son choix de carrière. On voit comment, par rapport à une vision d'entreprise et par rapport à une stratégie et par rapport à un business model, l'enjeu est de construire le droit de demain et pas le subir. Et d'investir dans les bons arguments juridiques, alors le lobbying, pas au mauvais sens du terme, ça prend du temps,
il faut convaincre. Parfois, au fil de l'eau, il faut payer des amendes, des pénalités, etc. Bon, quand c'est 100 millions d'euros, ça se décide dans un ascenseur. Enfin, je caricature à peine. C'est pas un enjeu. Ça, c'est rien. Par contre, l'enjeu, c'est de pouvoir se dire, dans 5 ans, dans 10 ans, on veut que le droit d'auteur, le droit du copyright, par exemple, il soit comme ça. Parce qu'il faut qu'il soutienne notre vision et notre business model. Tout à l'heure, Fabrice en parlait, sur l'opt-out, etc., dont on se demande d'ailleurs comment ça va s'appliquer, parce que pour les données qui ont déjà été ingérées et qui ont servi d'entraînement, pourriez-vous sortir ces données? Je ne vois pas trop comment, mais bon. Ou alors, ça veut dire que ça fonctionne autrement que la manière dont on nous l'explique. Donc c'est ce temps d'avance, je crois que c'est Robert Hersan qui disait, pour pas être en retard d'une loi, pour pas être en retard d'une guerre, il faut être en avance d'une loi. C'est un petit peu ça. Donc, ce leadership économique peut conduire au leadership technologique, et le leadership technologique peut conduire au leadership culturel. Parce que ça aussi, là encore ça m'énerve, tout est relatif, hein, vous allez me dire, il s'énerve beaucoup ce garçon pour plein de choses. Il y a des choses qui m'énervent bien plus que ça, hein, donc ça va encore, bon, m'empêche pas de dormir, mais quand on dit oui, mais finalement l'IA, les réfractaires, les technos réfractaires, réactionnaires, etc., il y a eu l'électricité, la machine à vapeur, ça n'a rien à voir. Là, c'est une vision du monde qu'on partage. Quand on utilise ChatGPT ou Claude ou Perplexity, ou bon, peu importe, d'une certaine manière, pour le commun des mortels, les citoyens que nous sommes tous, c'est une vision du monde qui s'impose à nous, ou qu'on voit avec plus ou moins de relief. Et quand il n'y a plus de relief, la vision du monde, elle est unique, elle est unipolaire. Bon, je ferme la parenthèse pour pas m'énerver, sur le sujet. Donc, leadership militaire aussi. Je ne sais pas si vous savez, les drones militaires français embarquent des éléments, des sous-éléments, et certains sous-éléments sont fabriqués en Chine, dans nos drones militaires. Alors, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Quand tout va moins bien ou quand tout va mal, ça peut être un peu gênant de ne pas avoir de souveraineté sur de l'équipement embarqué sur des drones militaires. Je ferme la parenthèse, mais bon, il faudra en parler avec les amis de Thales ou d'Assaut ou dans d'autres entreprises pour savoir un petit peu comment tout ça est possible. Alors, comment résister à ces leaderships? Si on veut résister, parce qu'on peut aussi se laisser aller et dire, bon, après tout, parce que, j'ouvre une parenthèse rapide, derrière ces visions économiques qui se défendent absolument, il y a ou pas, j'ai trouvé très bien la position de Bill Gates au moment de l'élection de Donald Trump, etc., il y a ou pas une vision idéologique qui, voilà, va s'imposer ou va suivre son cours petit à petit, de manière douce ou pas, pourquoi pas, et je le dis là encore, en tant que, même plus que libéral, imposer un revenu universel, dire finalement, comme vous n'avez plus de travail, c'est pas grave, on va vous donner les moyens de subsister, mais vous avez quelle emprise sur votre vie? Vous êtes dépendant, technodépendant, et totalement technodépendant, j'en parlerai tout à l'heure rapidement. Je pense pas que ce soit... bon, moi, à mon âge, je vais le dire, bon, je peux faire avec, hein, je vis à la campagne, je peux vivre en autarcie, à peu près. À peu près. Bon, ceci étant, j'ai une maison très connectée, donc mon autarcie est très relative, donc je ne suis pas non plus complètement naïf, mais bon, mais par rapport à des gens plus jeunes que moi, il y en a quand même un certain nombre, mes enfants, ou peut-être un jour mes petits-enfants, ça pose question quand même. Alors, ça a été dit, et je suis tout à fait d'accord avec ça, la régulation n'est pas une réponse suffisante. Ça peut faire partie de la réponse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, c'était la semaine dernière, alors je ne sais plus qui c'est exactement, mais peu importe, mais un des acteurs majeurs, personne physique, dirigeante d'une des plus grosses boîtes tech aux États-Unis, qui n'est pas Microsoft, qui n'est pas Google, bon, très présente dans l'IA, a dit, bon, regardez DeepSeek, etc., ce que font les Chinois, il faut qu'on colle un contrôle à l'exportation de tout ce qui est GPU, Nvidia, etc. Dans un marché dit libéral. Donc ça, c'est une forme de régulation, pour le moins, quoi. C'est une forme d'interdiction d'aider une autre économie à développer cette capacité sur ce type d'éléments ou de composants. Bon, ils le feront par eux-mêmes à un moment donné, comme ils l'ont fait sur la 5G, mais le temps qu'ils le fassent, bon, peut-être que les avantages seront irréversibles. Donc,
il faut aussi avoir cette vision économique commune et de souveraineté en Europe. Est-ce qu'on peut l'avoir? Personnellement, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que si on rembobine le fil de ce qu'est l'Union européenne, et ceci dit, sans aucune connotation directe ou indirecte, visible ou cachée, politique, hein, pour être très très clair. L'Europe de Jean Monnet, à l'origine, Jean Monnet souhaitait une Europe en fait une fédération. Le général de Gaulle a dit non, moi je suis très attaché à l'État-nation, la France est un État-nation. On a commencé l'Union avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, 6 États. On est 27. Comment on peut arriver à 27 États avec en plus un coup à droite, un coup à gauche, pas au sens politique du terme, des forces centrifuges, centripètes, comment dirais-je, d'influence externe variable en fonction des États? Comment on peut arriver à s'accorder sur une souveraineté là où elle n'est pas déjà perdue? Vous avez parlé d'ordinateurs quantiques, etc. C'est clairement un enjeu. Bon, après avoir les labos de recherche en France ou en Europe, c'est très bien. Maintenant, s'ils sont financés autrement que par de l'argent européen, ou si l'actionnaire majoritaire d'une licorne ou d'une legal tech française est un actionnaire majoritaire non européen, c'est une souveraineté relative. Parce que les marchés financiers parlent et in fine, vous le savez aussi bien que moi, décident. Donc comment c'est possible? J'avoue avoir quand même quelques doutes. Je vais en reparler après rapidement sur le LIA Act ou le RIA. Est-ce que c'est la bonne voilure? Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Là, je paraphrase un auteur. C'est trop tôt pour le savoir et trop tard pour changer. En tout cas, changer radicalement. Donc, on va voir. Donc, ce rapport entre innovation et régulation, il donne ce qui a été abordé cet après-midi, à savoir d'abord, une réflexion et un débat éthique. Alors, je ne suis pas certain que le débat éthique sur l'IA générative en particulier, il ait eu lieu entre les citoyens. Parce que pour un certain nombre d'entre eux, le niveau quand je dis éducation, sur ces sujets-là n'est pas suffisant. Il a eu lieu dans les organisations internationales et européennes. Je ne sais plus si ça a été évoqué, les recommandations de l'UNESCO, les recommandations du Conseil de l'Europe, les recommandations de l'OCDE, la position de l'ONU en matière d'IA et d'IA générative, pour voir si on peut développer une vision éthique commune. Et effectivement, on a vu sortir un certain nombre d'éléments de référence, on va dire de valeurs de référence, vous en avez parlé cet après-midi, explicabilité, transparence, robustesse, non-discrimination, inclusivité. Mais quelqu'un l'a dit il y a quelques minutes, l'explicabilité ou la transparence du point de vue chinois est certainement pas la même que du point de vue européen, peut-être pas la même non plus du point de vue des États-Unis, ni non plus du point de vue de l'Inde, par exemple. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Alors, une fois que ce débat éthique a eu lieu, ça c'est ce qu'on appelle l'éthique antérieure. L'éthique, elle s'encapsule dans des normes juridiques. Les normes juridiques, vous en avez parlé, hein, le RIA, bon, il y en a aujourd'hui une cargaison. C'est quand même assez... pour dire qu'il y a une pression législative ou réglementaire, le mot est faible. Certes, tout ne s'applique pas à toutes les organisations, mais quand vous ajoutez le RIA, le RGPD, le règlement sur la gouvernance des données, le règlement sur les données, le règlement sur la cybersécurité, le règlement sur la résilience cyber, la directive NIS 3, la directive CSRD, maintenant intégrée notamment en droit français, etc. D'ailleurs, ce qui va poser des questions pour toutes les grosses boîtes françaises sur leur capacité à identifier dans leur chaîne de valeur l'impact environnemental et droits humains des IA qu'elles utilisent. Ça veut dire qu'on est capable d'y voir suffisamment clair jusqu'à la première source, donc y compris jusqu'au grand modèle de langage. J'en ai encore oublié. Alors le DSA, le DMA, bon, je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert, mais il y en a quand même un certain nombre. Comme disait l'autre, hein, tout le monde peut faire du droit, tout le monde peut parler du droit sans ne rien y comprendre. Il faut quand même reconnaître du mérite à ceux qui le comprennent. Bref. Alors, je pense que tout le monde est d'accord pour dire, d'ailleurs c'est écrit sur le... Je ne sais pas si c'est
mission statement ou de l'ISACA, mais il y a de confiance. Confiance en quoi et confiance en qui? Je dirais même d'abord en premier, confiance en qui? Parce que si on n'a pas confiance en une organisation ou dans un fournisseur de solutions technologiques, y compris de solutions technologiques embarquant de l'IA, notamment de l'IA générative, la question, elle ne se pose même pas de savoir si on a confiance dans le contenu, dans le produit. Et puis, on peut avoir confiance en une organisation. Donc, confiance en qui? On a confiance, mais pas forcément confiance dans le produit ou dans la solution qui est proposée. Donc, vous en avez parlé, ça fait appel à un minimum ou un maximum de due diligence, d'audit, de contrôle, et je pense qu'on en a une parfaite illustration cet après-midi, les silos doivent être cassés. La DSI doit parler à la direction de l'éthique, doit parler à la direction de la compliance, doit parler à la direction financière, RH, etc. Parce que pour le coup, il ne peut pas y avoir de silo et l'approche est forcément transversale. J'avance dans mes petites fiches, vous n'en voudrez pas. Et donc, suite à ces débats et ces réflexions éthiques, donc, il a été décidé de réguler dans un certain nombre de pays ou groupes de pays en faisant des choix qui peuvent être différents. Parce qu'en gros, la régulation en matière d'IA, elle peut se faire sur les algorithmes. Ça, pour l'instant, c'est le choix de la Chine. Elle peut se faire sur les applications ou les secteurs, ça a été dit tout à l'heure. Elle peut se faire sur la puissance de calcul. Elle peut se faire sur le risque. Et puis, ça peut être une combinaison de ces différentes approches, comme on l'a, en tout cas c'est ce que je pense, au niveau de l'Union européenne. Maintenant, malgré, alors on n'est qu'au début, mais il y a d'énormes efforts d'explication de texte qui sont faits par la Commission européenne elle-même, par des organisations professionnelles, des associations professionnelles. Je sais que le CIGREF a fait un travail très très intéressant. Le rapport a dû être publié il y a quelques semaines en matière justement de risques, etc. liés aux IA. Il y a le rapport qui a été fait par Yoshua Bengo qui va être partagé, présenté, mais il est déjà disponible lors du sommet de l'IA à Paris. Donc il y en a un certain nombre. La CNIL commence à sortir un certain nombre de fiches explicatives, des choses qui sont extrêmement intéressantes. Il y a des gens très très compétents et pertinents à la CNIL sur ces questions-là. Après, il y a encore beaucoup de zones grises. Et donc, sur ces zones grises, alors je pense que, à moins d'en avoir rien à faire, si vous me permettez de parler trivialement, on revient à l'éthique, ça c'est l'éthique appliquée. C'est de se dire, en tant qu'organisation publique, privée, si je mets en balance nos objectifs business, notre vision stratégique, nos valeurs, etc., comment doit-on trancher quand on a une zone grise? Ça, c'est, et je pense, alors sans être angélique ou absolument naïf, mais que ça doit être un débat interne à l'entreprise. Si on veut qu'il y ait des valeurs qui ne soient pas que de la cosmétique, qui soient des valeurs incarnées par tout le monde dans l'entreprise et que chacun et chacune est capable de défendre les positions et pas, ça a été, je caricature, vous m'en voudrez pas, mais ça a été décidé par un COMEX, par un CODIR. On ne sait pas trop pourquoi, donc soit on est des bons soldats et on suit, soit on ne l'est pas. J'attire votre attention, mais je pense que vous le savez aussi bien que moi, la génération qui arrive sur le marché du travail aujourd'hui fonctionne pas comme la mienne, ni comme la génération intermédiaire. La preuve en est, et vous le savez très bien, dans certains secteurs, sur certains jobs, pour recruter, c'est pas un manque de talent ou de compétences dans certains cas, c'est qu'un certain nombre de jeunes de cette génération ne veulent pas aller en entreprise, préfèrent être travailleurs indépendants. Ça pose un certain nombre de questions. Parfois, c'est lié à la quête de sens ou à l'attachement à certaines valeurs. Alors si en plus, dans une organisation, on affiche des valeurs qu'on n'est pas capable d'expliquer et d'appliquer et de défendre, voilà, on a débattu, il y a un choix qui a été fait. Peut-être que le choix ne convient pas à tout le monde. Peut-être que certains considèrent qu'on a trop fait prévaloir l'intérêt business au détriment des valeurs intrinsèques. Mais au moins, il y a eu débat. Et puis, il y a une décision qui a été prise. À un moment donné, il y a des personnes qui décident. Ça me paraît capital. On arrive, Christophe.
au terme. Voilà, alors juste peut-être pour terminer, excusez-moi si j'étais vraiment très long. Après, voilà, sur la partie micro, ça a été très bien, très sincèrement, très bien partagé. Sur les cas d'usage, sur les processus métiers, sur, je pense aussi, la nécessité de s'interroger sur, alors au niveau macro comme micro d'ailleurs, sur la dette intellectuelle qu'on génère. Il y a un chercheur américain que je connais bien parce qu'on était ensemble dans le même réseau fin des années 90, mais on s'est perdu de vue, Jonathan Zittrain, qui a publié là-dessus dans le New Yorker ce papier remarquable en disant dette intellectuelle, l'effet boîte noire. Si on ne sait pas expliquer, tout à l'heure c'était dit, pourquoi une IA a telle interprétation d'un cliché de radio, on génère une dette intellectuelle qu'on ne sera peut-être pas capable de rembourser le jour où on n'a pas de retour en arrière possible. C'est pareil sur les compétences dans les équipes. Ce que je veux dire par là, et je termine, pour vous rassurer, c'est que même quand on dit, finalement, on va automatiser les tâches répétitives, etc., je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Moi aussi, j'utilise de l'IA, j'essaie de le faire de manière frugale, pour ne pas faire n'importe quoi. Si j'ai besoin d'une recette de tarte aux pommes, enfin voilà quoi. Je googleise et j'ai ma recette de tarte aux pommes sur Marmiton. Alors ma femme serait là, elle dirait mais tu fais jamais de tarte aux pommes. Elle a raison. Donc c'était un exemple purement théorique. Ces tâches ou ces micro-tâches, elles s'insèrent, elles font partie d'une chaîne de valeur globale. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer l'impact que ça a d'automatiser telle ou telle sous-tâche globalement dans un geste métier? C'est peut-être trop tôt. Je pense que ça, j'espère que chaque entreprise et chaque décideur, dirigeant, manager dans une entreprise l'a en tête, c'est de se dire, attention, ne perdons pas nos gestes métiers, parce que si on les perd, on aura du mal à revenir en arrière. Regardez ce qui se passe dans, comparaison relative, mais dans l'industrie du luxe. Pourquoi est-ce qu'Hermès réinternalise certains gestes métiers? Pour conserver ce geste métier dans son patrimoine, parce que ça a une valeur patrimoniale, c'est un actif immatériel, on sera peut-être content de l'avoir encore dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'en ai terminé. Eh bien, merci. Voilà, merci Virginie, un mot de conclusion, rendez-vous au cocktail. Voilà, un petit mot pour nous inviter au cocktail, justement. Depuis 4 heures. Merci à tous. Il reste encore beaucoup de monde, ça fait plaisir. Franchement, alors personnellement, je suis très contente. C'était vraiment, sincèrement, hein, je crois qu'il y a eu un très très haut niveau. Beaucoup de choses ont été dites. Il faut reposer tout ça. On va essayer de faire un abstract, de faire un petit livre blanc, quelque chose pour qu'il reste vraiment un écrit, et notamment je pense que c'est avec le groupe IA qu'on va essayer de vous proposer quelque chose pour que vous repartiez si vous n'avez pas pris de notes et que vous n'avez pas le temps de repasser 4 heures de vidéo pour vous. Merci à tous et je vous invite à aller au cocktail et encore merci à Antoine et à Deloitte de nous accueillir.